d'eau, on peut parler de stress hydrique, on peut parler de l'eau des océans. Bref, l'eau est omniprésente en France. Je vais peut-être commencer avec vous, si vous voulez bien, Camille, puisque vous avez une vision, je n'ai pas envie de dire mondiale, puisque vous appelez World Vision. Donc, je suppose que la vision est un peu plus mondiale. Sur cette question de l'eau, World Vision, comment vous regardez 2 milliards de personnes qui sont touchées par ce manque d'eau? Quels sont les enjeux aujourd'hui? Quels sont les défis de l'accès à l'eau au niveau mondial? Alors, derrière ce chiffre immense, ces 2,2 milliards de personnes, il y a en particulier les plus vulnérables, les plus fragiles, qui sont particulièrement impactés par ce manque d'eau en quantité, et puis par de l'eau qui est impropre à la consommation. Et je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, tous les jours, ce sont 1000 enfants de moins de 5 ans qui meurent du fait de l'ingestion d'une eau non potable. Donc, soit de façon en général indirecte, avec des maladies, les maladies hydriques. Ce sont des centaines de milliers de femmes, de jeunes filles qui sont privées d'éducation parce qu'il n'y a pas d'eau à proximité de leur village. Donc, le manque d'accès à l'eau potable, c'est un sujet qui affecte bien évidemment la santé, mais qui affecte aussi l'éducation et l'économie de pays entiers. Camille, comment vous réagissez à ça? D'abord, quelles sont les zones qui sont les plus touchées? On reviendra à nos territoires peut-être d'ici quelques instants, mais aujourd'hui, quels sont les pays qui sont les plus touchés, et la raison pour laquelle cette eau est impropre est-elle liée à des problématiques géologiques ou à des problématiques de pollution des sols, ou les deux? Alors aujourd'hui, on est tous concernés, toute la planète est concernée. Alors il y a bien sûr des zones qui, par nature, sont soumises à des températures particulièrement fortes, avec des pluies assez rares, notamment bien sûr les pays d'Afrique subsaharienne. Mais si vous vous souvenez, les 2 dernières années, les températures qu'il a fait en Inde, c'est des sujets qu'on n'évoquait pas du tout. On a des pays comme le Honduras ou même la Bolivie qui aujourd'hui se retrouvent avec des vraies difficultés d'accès à l'eau. On a même toute une zone qui s'appelle le Dry Corridor en Amérique latine. Donc Honduras et les pays autour, où là on a vraiment des zones de sécheresse. Et aujourd'hui, l'enjeu, il va être à la fois sur un manque d'eau. L'enjeu, il est vraiment lié en fait à la violence en fait des phénomènes climatiques, c'est-à-dire sécheresse vraiment forte. Dans la Corne de l'Afrique, là, les 2 dernières années, Afrique, Somalie, il y a eu une des pires sécheresses des 40 dernières années, avec des conséquences gravissimes sur les populations semi-nomades. Et on a également de l'autre côté des cyclones, des inondations très fortes. Et vous vous retrouvez au Mozambique avec le cyclone Freddy, si je ne dis pas de bêtises, des inondations et derrière du choléra, etc. Donc on se retrouve comme ça avec des phénomènes très puissants, plus récurrents et dont l'intensité surprend tout le monde. Et pour répondre à votre deuxième question, on a aujourd'hui aussi d'autres enjeux, notamment en Asie du Sud-Est, notamment au Bangladesh, où World Vision a pas mal de projets, avec une salinisation de l'eau, et donc des eaux de surface et de comment on dit, enfin les eaux souterraines, ouais, souterraines. Merci. Donc, se rendant impropres difficiles en tout cas, ou impropres les terres à la culture. Et dans ces zones, on a également des pollutions naturelles à l'arsenic notamment. Donc, dans le nord du pays, nous on a un projet de long terme là, parrainage, qui est financé par le parrainage d'enfants. Et dans cette zone, il y a beaucoup d'eau, mais en fait l'eau est impropre. Et donc, on doit travailler sur justement de la purification. Et quand vous avez des inondations et que les structures sont pas assez solides, c'est la catastrophe. Parce que tout est mélangé, les toilettes pas solides, tout est sale. Et donc là, c'est de nouveau le terreau de nouvelles maladies. Et comment vous intervenez, Camille, sur le terrain? World Vision, c'est une ONG internationale. Vous dirigez la France. Comment vous intervenez, vous, sur le terrain? La solution d'Anthony est un des éléments de réponse. Comment vous intervenez, et surtout auprès de quel public vous intervenez? Alors les publics vraiment d'attention et au cœur de la mission de World Vision, ce sont les plus vulnérables, et en particulier les enfants les plus vulnérables. Donc ça, c'est vraiment le critère de sélection de nos activités. On a dans l'association une réponse qui se fait à la fois dans les urgences humanitaires. Donc on va répondre le plus vite possible, répondre présent à l'appel des enfants et des familles.
Et on s'inscrit également sur un temps long pour améliorer les conditions de vie des familles, les conditions dans lesquelles les parents élèvent leurs enfants. Donc, pour l'urgence humanitaire, on va être vraiment dans le soulagement de la souffrance, la mise à l'abri et répondre aux besoins de base des familles. Donc, l'eau en fait partie. Et dans ces cas-là, on va être dans la distribution via des camions-citernes, via aussi des systèmes de purification d'eau quand il y a de l'eau, parce qu'il y a certaines crises où il n'y a pas d'eau. Donc là, ça, c'est très compliqué. Quand on pense, en ce moment, on est au Soudan du Sud, il n'y a pas d'eau, en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser une logistique qui est assez lourde pour apporter à boire à ces familles qui fuient les conflits. Et comme le disait Anthony, il faut ensuite, dans les périodes de transition, quand l'urgence chaude est passée, donner les moyens pérennes aux familles pour boire de l'eau potable. Et comment aujourd'hui on accompagne aussi les États? Je pense à une autre ONG qui est nantaise d'ailleurs aussi, qui s'appelle OEVI, qui intervient sur la mise en place aussi de réseaux d'eau, sur la mise en place aussi de structures d'accompagnement, de réparation. Comment aussi on accompagne les États et les populations à se pourvoir en des réseaux d'eau qui soient efficaces et durables? Ouais. Alors ça, effectivement, c'est le deuxième, le gros morceau, je dirais, du travail de World Vision sur le temps long, c'est de faciliter l'accès à l'eau potable aux familles sur un temps long. Et effectivement, on n'a pas vocation à remplacer l'État, à se substituer. Et nous, toute notre philosophie sur ce sujet en particulier, c'est d'emmener l'État en fait à prendre soin de ses enfants, et on va contribuer puisque World Vision est un des experts de l'accès à l'eau potable dans le monde. Hein, on fournit, si on fait des maths, on fournit de l'accès à l'eau potable à une nouvelle personne toutes les 10 secondes. Donc c'est vraiment un domaine d'intervention très important pour nous. Et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va à la fois aider les États ou faire remonter aux États les zones dans lesquelles nous, on observe la plus grande vulnérabilité, puisqu'on a une présence via le parrainage dans une centaine de pays. Donc, on fait remonter ces données. On a aussi des équipes qui sont techniquement fortes et équipées sur ces sujets. Et on va être à la fois dans ce qu'on appelle, dans notre jargon, du hard, c'est-à-dire aider à de la construction, à faire des forages, à utiliser des structures qui vont permettre de capter l'eau, de la conserver et de la distribuer. Donc ce hard que l'on va faire avec les services hydrauliques, les services de l'État. Mais on va aussi beaucoup travailler sur ce qu'on appelle le soft, toujours dans notre jargon, c'est-à-dire les changements de comportement, parce que quand on parle d'eau, on parle de gestion de l'eau, mais aussi de tout ce qui est lié à l'assainissement, les toilettes, le lavage des mains, etc. Donc on va travailler au changement de comportement, et surtout, on va mettre en place des comités de gestion de l'eau dans chacun de nos projets pour en assurer la pérennité. Et ça fait que, par exemple, dans nos projets en Afrique de l'Ouest, on a fait faire une étude extérieure. 80% des structures d'accès à l'eau potable mises en place par World Vision sont encore en état de marche 20 ans après. Donc ça veut dire que c'est une approche holistique, très communautaire, qui implique les personnes, le secteur privé, puisque c'est le secteur privé qui fait souvent, et l'État. En fait, ça fonctionne, c'est tripartite. Et nous, vraiment, le but, c'est d'emmener l'État à faire, alors sachant qu'il y a des endroits où c'est plus facile ou plus compliqué que d'autres. C'est ça. Ça dépend des États. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce que l'on observe aussi, c'est dans les zones les plus fragiles, il y a une compétition déjà qui se fait entre les hommes et les animaux. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, notamment au Mali, il y a un certain nombre d'endroits où en fait il y a des tensions entre les éleveurs et les habitants. En disant les animaux sont en train de voler l'eau des humains? Ouais. Qui a droit à l'eau en premier, à quelle eau? Et puis j'étais au Kenya il y a 15 jours, dans l'état de Samburu, qui est un état semi-aride, donc il n'y a pas d'eau, il y a très très peu d'eau. Vous croisez des femmes j'ai vu des femmes qui mettaient 6 heures, 3 heures aller, 3 heures retour pour aller chercher de l'eau, qui croisent des animaux sauvages. Les éléphants, ça n'a rien d'exotique. Là, c'est un risque physique. Et donc, ces femmes allaient chercher l'eau dans des points d'eau qui étaient partagés avec les animaux. Donc, c'est très intéressant ce que vous dites, Camille, parce que c'est les femmes qui vont chercher de l'eau? Ah oui, ce sont les femmes et ce sont les filles. Je vois Anthony, ce sont les femmes et les filles. Ouais. Et alors, j'ai un chiffre assez dingue. 200 millions d'heures, si on prend le nombre d'heures passées par les femmes et les filles à aller chercher de l'eau, c'est 200 millions d'heures chaque jour. Donc, au-delà de la pénibilité
et j'ai moi-même essayé de porter de l'eau, je peux vous dire que j'avais mal au dos. Au-delà de la pénibilité, au-delà des dangers physiques, etc., c'est derrière un impact économique évident, parce que les mères de famille ne s'occupent pas, enfin n'ont pas d'autres activités à côté si elles vont chercher de l'eau. Mmh. C'est un impact aussi sur les filles qui sont déscolarisées, enfin qui ne sont pas scolarisées, et on le sait aussi, l'impact économique du manque d'éducation Mmh. est immense. Et on sait que les filles, les femmes investissent 80% de leurs revenus dans leur famille, contre Mmh. 30-40% des hommes. Donc en fait, une femme qui a le temps de développer une petite activité pour sa famille, en fait, c'est un foyer entier qui va bien. Mmh. Voilà. Alors, Donc, c'est intéressant. Alors pourquoi il y a- culturellement ce sont les femmes qui vont prendre de l'eau? Il y a une forme, il y a une forme de patriarcat, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais enfin en tout cas une répartition des tâches. Pourquoi ce sont les femmes plus que les hommes? Parce que les hommes sont dans les champs à cultiver. Les femmes viennent. Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce qu'on le comprend culturellement? Alors là, je dirais qu'il y a des endroits où c'est les femmes qui font tout. Elles vont chercher de l'eau, elles sont dans les champs, etc. Si vous, je- Bon, sans aller chercher très très loin, la grande explication, c'est que les hommes sont aussi en charge de ramener de la nourriture, et qu'il y a voilà, les activités euh, de chasse, de garde des troupeaux aussi, où voilà, il y a un besoin de Mmh. force masculine, on va dire, peut-être historiquement, qui était là en jeu. Donc l'homme Mais chasseur, la femme cultivateur, et on va dire, c'est ça. si on doit répartir les choses de ci bas. Et ce qui est Ouais. très intéressant dans ce que vous dites aussi, Camille, c'est cette notion de répercussion économique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va chercher de l'eau, ça veut dire qu'on n'éduque pas les jeunes filles. Si on n'éduque pas les jeunes filles, ça veut dire que finalement un pays marche sur la moitié de sa population quant à l'économie, et que de ce fait, il y a aussi un vrai risque économique pour ces pays à ne pas se développer. Tout à fait, et on sait que chaque année scolaire de plus pour les filles, par exemple, c'est entre 10 et 20% de revenus supplémentaires pour les familles. Mmh. Revenus qui sont investis après à 90%, comme je le disais, dans les foyers et pour les enfants. Mmh. On sait aussi qu'aujourd'hui, un accès amélioré à l'eau et à l'assainissement, ça peut Mmh. générer 4 à 6 dollars pour un Mmh. dollar investi. Ça, c'est l'OMS, qui le dit. Ouais. Donc, il y a un énorme enjeu au-delà de la santé, il y a un enjeu économique évident. On sait aussi que le manque d'eau ou l'eau sale, ça génère des maladies hydriques, de l'absentéisme, une difficulté à travailler, etc. Donc, en fait, il y a énormément d'enjeux, de conséquences économiques. Et le gros enjeu du manque d'accès à l'eau potable dans le monde, c'est donc pour les foyers, bien évidemment, c'est pour les écoles, ce qui est très problématique pour maintenir les enfants à l'école. Mmh. Encore une fois, là, il y a des enfants qui parcourent des heures pour venir à l'école et qui arrivent dans les écoles où il n'y a pas d'eau. Donc c'est compliqué pour se concentrer, etc. Et le troisième volet, c'est le volet des centres de santé, des centres médicaux. Mmh. Il y a aujourd'hui encore des milliers, des centaines de milliers de centres médicaux, et notamment des maternités, où il n'y a pas d'eau. Et même des endroits, j'en ai vu au Kenya, où les femmes, en fait, qui viennent accoucher, doivent elles-mêmes apporter l'eau qui va servir à leur toilette et leurs soins pendant Mmh. l'accouchement, et à leur nouveau-né. Donc, vous imaginez le problème quand il n'y a pas d'eau propre à côté. Mmh. Ce moment de joie devient un moment potentiellement de De stress. désespoir et même de stress. Terminé, Camille, Anthony. Moi, je dirais soutenir, je vais être très prosaïque, hein. Ouais. Aujourd'hui, l'association est dans 100 pays. On le disait tout à l'heure, les fonds manquent. La situation actuelle dans beaucoup d'États fait que l'aide publique baisse. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est le cœur des Français, c'est le cœur des donateurs qui peut nous aider à tendre la main à ces familles, à des millions d'enfants, à des millions de femmes, pour leur donner un avenir. Et quand on dit l'eau, c'est la vie, je peux vous attester que c'est une réalité pour des millions de personnes. Donc, soutenir les programmes de parrainage de World Vision ou nos programmes de World Vision France, voilà, c'est nous permettre d'agir sur le terrain pour les plus fragiles.